il pèse 400 milliards le mec. Deuxième mémoire, on appelle c'est dire la différence. C'est-à-dire que chercher tout le temps à focaliser que sur l'histoire des brevets, pour moi, c'est pas du tout une priorité. Passons. Alors, on a différents types d'innovation. J'ai pris un seul truc, un seul exemple, enfin, une seule famille, donc les téléphones, et on va voir comment rien qu'avec les téléphones, comment l'histoire de l'humanité a évolué. On a commencé par faire de la substitution. Donc, le téléphone, il sert à quoi? À communiquer. Donc, avant, c'était le télégramme. Voilà. Et puis, à un moment donné, on a substitué par un nouvel appareil qui permet donc de communiquer en ayant la chance de pouvoir s'écouter l'un l'autre. Donc, ça, c'est la substitution. Substituer un appareil qui existe déjà ou un produit qui existe déjà par un autre, ou un service par un autre service qui répond mieux à la première. Deuxièmement, la mutation. On est passé du téléphone fixe au téléphone sans fil vers le téléphone portable, qui permet donc juste de pouvoir circuler et parler n'importe où. Il y avait maintenant les téléphones. Maintenant, on se dit, tiens, appareil photo plus téléphone, est-ce qu'on peut pas faire les deux en même temps? Donc, ça rajoute des fonctions nouvelles. Alors, il y a une image, tiens, je vais revenir la chercher pour une prochaine communication, où on voit un type dans les années 80 qui tient le téléphone, le poste, la caméra, le dictionnaire, 36 000 choses à la Magda, au des années 2000, chez le téléphone. Donc, c'est tout ce système-là combinatoire. Vous pouvez vous dire, tiens, dans un téléphone, personne n'a pensé à ce besoin-là, il serait bien qu'on puisse l'avoir directement, et l'objet qu'on a tout le temps sur nous, c'est le téléphone. Quand on sort sans, on est malade. Ça trouve, on est tout le temps avec. Donc, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, ça, c'est un truc qui peut encore fonctionner. Et donc, je peux avoir l'idée, la proposer, et on y va. On peut faire par l'adaptation. Adapter mieux, au lieu de parler prochain, on fait donc un kit main libre. Donc, on est passé par le kit avec le fil, à carrément le kit main libre, etc. Et on peut tout simplement faire du détournement. Ce fameux objet, qui au départ c'était le moyen de communication, devient un petit bibelot qui peut servir après de presse-papier, par exemple, dans une bibliothèque, dans un truc antiquaire, etc. Donc, voici différents types de familles d'innovation que vous pouvez faire. La substitution, de la mutation, de la combinaison, de l'adaptation ou du détournement. On va parler un peu de développement durable, parce qu'en même temps, c'est devenu un peu depuis quelques années suite à la formation que j'ai suivie sur l'entrepreneuriat solidaire. Donc, on va voir que dans le domaine du développement durable, nous, les architectes aussi, on a des possibilités aussi incroyables de développer des startups. Alors, développement durable, je ne m'attarde pas trop là-dessus, on va sûrement rabâcher 36 000 fois, c'est de continuer de profiter des moyens d'aujourd'hui tout en préservant les moyens de demain et préservant les planètes, donc je ne m'attarde pas trop là-dessus. Et depuis quelques années, depuis 2015, si je ne me trompe pas, donc on a formulé 17 objectifs du développement durable, les ODD, qui permettent donc de pouvoir, à chaque nation, chaque pays, chaque discipline, en prenant ces différents objectifs, de pouvoir participer à répondre donc à cette question de la durabilité. On va aller voir un à un peu dans le domaine de l'architecture. Premier, donc, qui est pas de pauvreté. Ça consiste à réduire donc le niveau de pauvreté des gens et de tenir compte de ça pour qu'ils puissent s'améliorer. Donc nous avons ici Earth Enable. Donc ça a été fait au Rwanda en 2013. Alors j'ai choisi que les startups qui ont été fondées entre autres par des architectes. C'est-à-dire au moins un architecte close. Pour qu'on reste dans notre domaine. Parce que dans la question sur réduire la pauvreté, aussi bien la discipline, l'agriculture, l'économie, l'informatique, tous ils peuvent participer. Mais nous, ce qui nous intéresse de voir aujourd'hui, nous, en tant qu'architectes, comment on peut faire ça. Alors, excusez-moi. Donc, Earth Enable, donc, c'était en 2013, c'est un architecte. C'était quoi le problème? Les planchers des terres battues dans les villages étaient non seulement pas hygiéniques, mais étaient porteurs de maladies. Mais les gens n'avaient pas les moyens de pouvoir construire avec, comme nous on le fait, avec dalles de sol, etc. Donc, ils ont développé, c'était quoi l'innovation de cette start-up? C'était, Earth Enable a développé un nouveau type de revêtement de sol à base de matériaux locaux et durables, offrant une alternative hygiénique et abordable aux planchers en terre battue. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un nouveau procédé de mélanger la terre en y introduisant quelques éléments. Ça reste toujours pas cher. Et c'est local, c'est juste à côté, donc ils vont pas l'acheter de loin. Et ça permet donc d'avoir des sols étanches, où il n'y a plus donc de remontée capillaire, il n'y a plus de remontée d'eau, etc. Et donc ça préserve la santé des gens. Donc si ça préserve la santé des gens, alors vous allez vous rendre compte que là je parle de cette start-up par rapport à cet objectif. Mais en réalité elle répond à d'autres objectifs. Parce qu'il y a un objectif aussi santé, améliorer la santé. Donc cette start-up le permet aussi. Donc vous allez voir que je vais parler à chaque fois d'une start-up dans un objectif, mais vous pouvez finalement l'utiliser dans 36 minutes. Là, c'est une start-up pour répondre à l'objectif fin zéro.
Elle a été fondée par un architecte et un designer. Donc, fallait réduire la faim. Donc, pour réduire la faim, il y a deux choses à faire. En même temps, ça rentre dans le domaine de la santé. C'est d'avoir de la nourriture qui est de bonne santé. Et deuxièmement, qu'elle soit à proximité. Et qu'on ne va pas à chaque fois. Donc, on a bien vu lorsqu'il y a eu le Covid et la guerre en Ukraine en même temps. C'était pas la joie à l'échelle mondiale. Hein. Donc, toute la crise pénurie mondiale par rapport au blé, etc. Donc, il fallait développer de telle manière à ce qu'on puisse être moins autonome. Alors, leur idée, c'était donc, sachez designer, c'est de développer comme farm chef, donc des fermes en étagère. Et ils offrent ça au restaurant. Donc, le restaurant, au lieu de maïro hichelé, ou là même dans les grandes surfaces, au lieu d'aller acheter chez l'agriculteur, il peut développer lui-même à l'intérieur donc tous les produits qu'il va développer, la tomate, et, le poivron, etc. et tout. Mais ils ont fait ça avec un design où, au lieu d'avoir, ça fait donc des restaurants chics. Ça fait donc des restaurants avec un nouveau concept qui est donc aménagé et décoré avec des éléments de la nature, donc des étagères. Donc c'est pour ça que le design Anthropos, c'est de faire des, comment dirais-je, des étagères qui soient assez visibles, décoratifs, designés, etc. Vous allez vous rendre compte que c'est un architecte et un designer qui sont les fondateurs de la start-up. Mais on a bien compris qu'ils ne pouvaient pas faire ça tout seuls. Avec des agronomes, des hydrauliciens, des informaticiens. C'est là où vous allez avoir vos stratégies de start-up. Vous allez dire, est-ce que moi, n'ayant pas la compétence de développer l'outil informatique, si je fais un truc avec une application, est-ce que je vais associer un informaticien ou là non, je vais payer un informaticien? Ça, tout dépendra de votre modèle de business que vous allez faire. Donc vous allez décider de dire, soit j'ai l'argent, j'ai les finances, je fais un société web, et donc je vais vous payer, vous me donnez, donc je vous paye vos compétences, et après je reste le propriétaire, ou je me dis j'ai pas, et donc je vous associe. Donc voilà des stratégies que vous pourrez après développer. Objectif 3, bonne santé et bien-être. Vous avez bien vu que la startup numéro 1 permet de le faire, la startup numéro 2 permet de le faire. La startup numéro 3, celle-là c'est quoi? C'est une architecte qui s'est associée à un ingénieur chimiste. L'idée, c'était comment stabiliser la température à l'intérieur d'un bâtiment ni trop froid, ni trop chaud. Donc, ils ont développé des sortes de briques et de tuiles qui consomment les biardos, donc ils reflètent le soleil. Quand il n'y a pas d'ensoleillement, ça noircit. Donc, il a fallu l'association d'un chimiste et d'un architecte qui a eu l'idée pour pouvoir régler ça. Éducation de qualité. Donc là, c'est une start-up australienne, ArchiKids, qui a développé des ateliers, ça c'est un service. Ça a développé, ils ont dit que pour pouvoir que demain, les gens puissent vivre dans des environnements dignes de ce nom-là, dans des écoles dignes de ce nom-là, etc., ben, ce qu'on va faire, on va développer une start-up qui va éduquer tous ces petits enfants avec des ateliers de vacances, etc., pour leur apprendre qu'est-ce que c'est qu'un espace public, qu'est-ce que c'est qu'un projet d'architecture, qu'est-ce que c'est qu'une ville, qu'est-ce que c'est que l'urbain, pourquoi c'est important de faire ça, pourquoi c'est important dans l'avenir, etc., etc. Donc ils se disent, on va miser vraiment, mais c'est des activités ludiques, et donc ça intéresse les enfants. Ça, c'est une start-up aussi, égalité entre les sexes. Donc, c'est pour pouvoir permettre d'offrir de l'eau. Et donc là, c'est un architecte, et j'imagine qu'il a dû s'associer, sauf que là, je vous ai dit, donc il a eu la politique de payer les compétences et non pas des associés. Pour pouvoir, l'innovation, c'est un système de filtration utilisant des matériaux biodégradables pour purifier l'eau et traiter les eaux usées de manière respectable de l'environnement. Donc, on récupère les eaux et ça devient des eaux qui peuvent être donc, utilisées au quotidien. Énergie et d'un coût abordable. Donc, c'est pour pouvoir éviter que nous avons de la surconsommation énergétique. Donc, le problème, c'était tirer parti des surfaces urbaines disponibles pour la production propre, d'énergie propre. Donc, comment ils ont fait? Leur innovation, c'était de se dire, au lieu de continuer le charbon, le pétrole, le gaz, donc on va faire autre chose. C'est une startup qui a développé un système de revêtement de sol photovoltaïque utilisant des dalles solaires intégrées aux trottoirs et aux espaces publics. On connaît tous le photovoltaïque qu'on met sur la terrasse, et ils ont développé un photovoltaïque qu'on met carrément au sol, sur lesquels, donc, dans les espaces publics, et qu'on peut marcher dessus, et donc, ça peut récupérer. Travail décent et croissance économique. Donc ça, c'est une plateforme qui a été faite par des architectes qui disent, il y a plein de maçons de qualité, il y a plein de plombiers de qualité, il y a plein d'électriciens de qualité, mais personne ne connaît. Et donc, pour se faire connaître, donc, les entreprises les exploitent. Donc, qu'est-ce qu'on va? On va faire une plateforme qui permet donc de connaître les compétences de chacun. Vous voyez ce qu'on peut faire maintenant aujourd'hui avec les plateformes pour connaître les restaurants intéressants, leurs notes, etc. et tout. C'est un peu la même idée, mais pour le corps du métier du bâtiment. Ce qui permet donc d'avoir cette idée
directement de pouvoir avoir des gens qualifiés à meilleur prix que ça passe par l'entreprise. Parce qu'entreprise, elle va prendre sa marge sur le type où vous donc tu vas tête parce que tu payes moins, ou vous parce qu'il est payé plus. Donc c'est pour ça que ça s'appelle donc travail décent et croissance économique. Industrie, innovation, infrastructure. Donc c'est une start-up qui permet donc, problème à résoudre, promouvoir l'innovation dans le secteur de la construction en développant des outils numériques qui permettent aux architectes et aux ingénieurs de concevoir et de construire des infrastructures durables. C'est-à-dire que puisqu'on est dans le développement durable, on va vous faire un logiciel qui va vous dire tout de suite d'impacter votre projet. Je vais faire tel projet avec tel matériau de truc, tu es pas sur le choix. Le matériau que tu vas le ramener de ce côté-là, c'est pas intéressant. Je te propose de le repasser par celui-là. Tout de suite, votre construction, elle est évaluée pour dire en termes par rapport aux différents objectifs. Voilà, c'est ça le truc, ce qui est fort aussi. C'est qu'on se compte. Peut-être vous allez vous, si vous vous intéressez à ça, vous dites tiens, finalement, ce logiciel s'est intéressé à 3 objectifs. Moi, je vais essayer l'innovation. Si je vais intégrer le 4e et le 5e objectif, j'ai des idées de comment on peut relever les données pour pouvoir les évaluer aux impacts de projet. Et vous aurez votre propre startup. Parce que juste vous avez fait de la mutation. Inégalité réduite, donc c'est une startup qui a été faite au Brésil. Donc le problème, c'était lutter contre les inégalités dans l'accès aux espaces publics. L'innovation est une méthodologie de conception participative et inclusive. Donc c'est une plateforme qui a été mise en place pour permettre, donc, on en avait parlé un peu tout à l'heure, d'intégrer le maximum d'usagers pour interagir, pour dire ce qu'ils veulent, ce qui les arrange. Parce que il y a aussi, n'oubliez pas que souvent il y a aussi, quand on fait un projet urbain dans des lieux existants, il y a la question de la mémoire. Ce que vous ramenez un urbaniste qui ne connaissait pas du tout le truc, n'a pas suffisamment fait d'enquête, il ne connaîtra pas que cette place a une valeur de mémoire, etc. Et qui fera donc une acceptation du projet plus facilement, une intégration, etc., etc. Ville et communauté durable. Donc ça, c'est améliorer le cadre de vie. Vous savez que nous, dans les villes, l'un des plus grands problèmes qu'on souffre d'un point de vue durabilité, c'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Donc la production, vous pouvez aller, et j'imagine que vous devez sûrement l'avoir là, Hébert, vous avez tellement de jardins, de prairies, de trucs. Un quart d'heure, il fait très bon. Un quart d'heure plus tard, tu trouves la ville, ça surchauffe. Donc comment contrecarrer ce problème d'îlot de chaleur? Donc cette start-up, Urbanscape Sols, qu'elle a proposé, système modulaire de toiture et de façade végétalisée utilisant des matériaux durables et des techniques d'irrigation innovantes. Donc, au lieu de faire des revêtements en matériaux bruts qui surchauffent, on fait plutôt de la façade végétalisée ou de la toiture végétalisée, et ça permet donc, entre autres, d'atténuer la chaleur, de réduire la chaleur, et donc de réduire l'impact de la température. Mais on va voir une autre entreprise qui l'a fait dans une autre logique, parce que celle-là aussi, c'est de la biodiversité. Préserver la biodiversité, un des objectifs de développement durable. Vous savez que si les abeilles disparaissent, l'humanité, elle est foutue. Vous savez qu'en Chine, parce que c'est eux qui sont principalement responsables de la pollinisation. La pollinisation, c'est quoi? C'est de permettre les plantes de se reproduire et donc de produire tous les fruits qu'on adore et qu'on aime. Et si vous n'avez pas les abeilles pour le faire, en Chine, c'est maintenant des humains qui le font. Tellement la pollution elle a atteint des niveaux incroyables chez eux. Donc la réintroduction de la biodiversité est importante. Donc ça, c'est un dispositif qui le permet aussi. On va le voir dans un autre objectif. Consommation et production responsable. Donc c'était quoi le problème dans cette start-up allemande? C'est réduire la consommation de ressources naturelles et de production de déchets dans le secteur de la construction tout en offrant des solutions consommables. Voilà. Ils se sont rendus compte que lorsqu'un bâtiment est démoli, toute l'énergie qui a été nécessaire pour le produire est perdue. Donc finalement, ok, mais allez, on fait un nouveau bâtiment. Mais le déchet, faut qu'on le récupère. On peut l'utiliser. Ça nous évitera de rechercher dans la mine, de retransporter le matériau de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut récupérer au maximum? Donc, l'innovation, c'était un matériau de construction écologique à base de déchets recyclés suite au chantier de démolition, etc. Et déjà, même dans les chantiers, vous avez des déchets. Vous savez, des fois, quand ils font de la brique, des trucs comme ça. Donc, ces déchets-là. Donc, ça, ils ont développé un dispositif quand on récupère ces déchets, on en fait du nouveau matériau directement sur place. Ça, c'est une de mes, je trouve, elle est hyper originale. Et je pense que ça a dû s'associer avec une biologiste. C'est impossible que l'architecte a dû le faire tout seul, donc c'est quoi? C'est le problème. Donc, la production traditionnelle de briques émet des quantités incroyables de CO2. On fait ça dans le four et on chauffe. C'est quoi l'idée? L'entreprise utilise des bactéries pour durcir le sable et créer des briques, éliminant ainsi le besoin de cuire les briques. C'est-à-dire que la brique durcit avec des bactéries naturelles. Pas besoin de mettre ça dans le four. Donc, imaginez toute la quantité d'énergie consommée qu'on récupère. Ça, c'est un truc hollandais, et les Hollandais souffrent parce que c'est le pays plat. Donc, eux, c'est parmi ceux qui sont le plus touchés par la remontée des mers, de l'eau, à l'échelle planétaire.
suite au réchauffement. Donc eux, c'était quoi? Le problème, c'est l'accumulation des déchets plastiques dans les cours d'eau et les océans menacent l'écosystème marin. Donc c'est déjà, ils préservent l'écosystème marin, mais tous les déchets qu'ils récupèrent, ils ont développé une technique. Mais eux, l'innovation, ça a été dans deux choses. La première, c'était la manière avec laquelle, je vous cache pas, je ne me suis pas intéressé plus que ça dans le détail pour savoir c'est quoi la technique. Si ça vous intéresse, en fait, ils ont développé un procédé pour pouvoir plus facilement récupérer. Mais je sais que le wahid je suis là. Ça va? Ouais. Donc, ils n'ont pas fait ça. Ils ont trouvé une autre façon de pouvoir plus, pour pouvoir récupérer au maximum. Parce que si à un moment donné, pour récupérer, ça vous coûte tellement cher, votre projet n'est pas viable. Donc, des fois, l'innovation, elle est dans le dispositif de récupération. Donc, ils ont développé ça pour récupérer les déchets. Puis, le deuxième procédé d'innovation, c'est que tous ces déchets-là, ils commencent à en faire, excusez-moi, ils commencent à en faire des petits îlots, voilà, ouais. On jette les déchets, on les récupère, on les recycle et on en fait des petits îlots qui deviennent donc des îlots d'extension. On vous a dit que le problème de la Hollande, c'est que c'est de petit à petit, l'eau est en train d'améliorer le cadre de vie à l'intérieur des villes. Ça, c'est une start-up espagnole qui est appelée suite à la pénurie de logements abordables dans les villes, aggravée par les crises telles que les migrations massives, les catastrophes naturelles, etc. Il faut pouvoir permettre aux gens de vivre dignement, sauf que pour leur permettre de vivre dignement, il faut construire vite. J'ai dit, c'est 2 ou 3 communications en une seule. Le design thinking, je vais aller très vite là-dessus. Alors, le design thinking, ça devrait vous intéresser en tant qu'architecte, indépendamment du start-up ou pas. Pourquoi? Parce que le design thinking a été développé par des personnes qui ont focalisé la réflexion de la création, de l'invention, de l'innovation, de la conception sur l'usager. Comme son nom l'indique, ça compose de 2 mots. Design, c'est la créativité. Thinking, c'est la réflexion. Centré sur l'humain et l'innovation. Donc, elle permet d'exécuter. C'est un procédé qui vous permet, dès que vous avez une idée, de pouvoir vérifier sa faisabilité rapidement, sa rentabilité économique et d'avancer. Mais je te raconte, dans 2 ou 3 ans, tu fais mûrir l'idée, et au bout de 2 ou 3 ans, même si elle était intéressante il y a 2 ans, ça pouvait rapporter maximum il y a 2 ans, aujourd'hui elle est totalement dépassée. Donc exécutez vite, avec un minimum de risque, on minimise le risque. Je vous donne cet exemple. Ça, c'est une entreprise. Oral-B, c'est l'une des plus importantes entreprises pour le brosse à dents, pour les brosses à dents électriques. Et quand ils ont voulu inventer un nouveau modèle, ils ont vu que les gens qui utilisent, la population cible, c'était des jeunes, surtout des jeunes cadres, qui passaient leur temps à voyager, qu'ils aimaient donc préférer avoir une brosse à dents électrique, c'est plus rapide, c'est plus pratique, etc. Ils puissent la traîner avec lui. Sauf que si on veut attirer plus le marché avec eux, si on veut plus les attirer, qu'est-ce qu'il faut? Ils sont intéressés à leur façon de faire. Ils se sont rendus compte que c'est des gens qui adorent le téléphone, smartphone, tout le temps connecté. Donc ils se sont dit, tiens, dorénavant, on va vendre la brosse à dents avec un power bank. Ils auraient pu se dire que non, mais le problème des brosses à dents, c'est que tout le monde dit que la batterie monte rapidement. Ils auraient pu se contenter de dire, bon, on va la vendre avec une batterie plus puissante. On va la vendre avec 2 batteries. Ils se sont dit non. Si on s'est intéressé à ces gens-là, donc, ils s'intéressent tout le temps à être connectés, ils ont toujours le téléphone ou le smartphone avec la batterie. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. Ils vont acheter, ils pourront en même temps l'utiliser pour recharger leur brosse à dents, parce que des fois dans les hôtels, il n'y a pas la bonne prise, il n'y a pas le bon truc, etc. Et ils pourront en même temps continuer à se connecter. Donc, ils ont attiré vers eux encore plus cette population, parce qu'ils se sont intéressés à la personne, dans sa façon de faire. Si vous vous êtes contenté de brosse à dents, vous serez contenté de batterie plus puissante. Mais quand on s'est intéressé à la personne, on s'est dit, tiens, on va innover dans ce qu'on va leur vendre. On a rajouté quelque chose. Donc, d'où trouver des idées. Depuis tout à l'heure, on parle, on a trouvé dans le domaine, mais on va oublier que je suis architecte. Je peux aussi bien être architecte. Dans mon quotidien, dans ma pratique, quand je fais les maquettes, quand je fais le truc, je me rends compte qu'il y a un truc qui m'a toujours emmerdé dans la façon de faire. Est-ce que je pourrais pas trouver un dispositif qui me permettrait de le faire plus facilement? On peut innover aussi par nos hobbies. Ça, par exemple, un type qui joue, il adore jouer à l'échec, il se dit, tiens, j'ai jamais trouvé sur le marché, moi j'adore tellement, je peux n'importe quel moment, je veux te montrer, je une lab. Sauf qu'à chaque fois, je vais traîner avec moi une boîte pour devenir. Est-ce qu'on pourrait pas, juste, l'idée, c'est quoi? Un jeu d'échecs tout petit. Mini. On peut, effectivement, par vos PFE. Ça, c'est un des étudiants, quand on a fait sur la spécialité patrimoine. Et lui, donc, il voulait, entre autres, il travaillait il avait fait un centre numérique pour la valorisation patrimoniale au niveau de la hauteur de la Casbah.
Et donc, ce qu'il voulait, c'est que les façades Théo, aussi, ça va servir aussi à valoriser le patrimoine immatériel. Donc, il a pris les tableaux de Issiacham, il les a plaqués, sauf qu'il fallait trouver comment plaquer un tableau de Issiacham en fonction de l'orientation qui permet en même temps l'éclairage à l'intérieur tout en reconstituant le tableau. Donc, il fallait développer des algorithmes, etc. et tout. Donc, ça aussi, c'est une façon de faire. C'est une façon de pouvoir trouver l'idée. Par rapport au master de recherche, comme tout à l'heure, où je vous parlais donc des gens qui peuvent dans la recherche, par exemple, le type à Salive ou je sais pas quoi, donc il y a des recherches qui peuvent donner cette idée-là. J'observe ça, je me dis, finalement, les gens s'accrochent pas. Je me dis que le problème, il existe toujours, mais la solution que j'ai proposée n'est pas bonne. Donc je reviens ici et je refais une idéation, une nouvelle idée, un nouveau prototype et je reteste. En faisant le prototype, je me rends compte que le prototype, il coûte tellement cher à réaliser que ça vaut pas le coup, c'est trop risqué, je préfère aller vers un autre dispositif, etc. Donc, c'est un système qui fait aller-retour. Il faut juste accepter le fait, focaliser sur le point de vue de l'utilisateur. Je vous donne l'exemple de Kodak. Kodak, ils ont inventé, comme on a la génération Tennessee, je ne sais pas si certains profs l'utilisent encore, les diapos. Donc, les diapos, c'est quoi? C'est l'appareil photo, tu prends la photo, tu sors une diapo, tu la mets dans un appareil, ça se projette. Kodak, ils avaient inventé à l'époque une machine qui tournait, et qui permettait donc, au lieu de mettre à chaque fois, et il changeait, et il projetait. Donc nous, par exemple, surtout dans les cours de théorie, histoire d'architecture, ingénieur, etc., les profs venaient avec leur petite diapo, et ils projetaient. Alors quand ils ont inventé ça, eux, pour eux, le truc génial, c'était, ils avaient mis, je sais pas combien, une dizaine de brevets dedans. Donc c'était, c'est une prouesse technologique, ou sinon, the circle, parce qu'il y avait la forme du cercle plus lèche. Quand ils sont partis à la boîte de marketing pour vendre leurs produits, alors non. Votre truc ne marchera pas comme ça. Ils leur ont fait une démonstration en projetant des images. Le type qui faisait, il a pris ses photos, lui, avec ses gosses, quand ils étaient plus petits au collège, il a commencé à projeter. Alors finalement, votre truc, c'est quoi? C'est une projection de souvenirs. C'est quoi les photos? C'est des souvenirs. Donc vous invitez les gens à voir leurs souvenirs, à avoir une dimension nostalgique. Donc on joue sur, vous vous rappelez tout à l'heure, l'invention technologique, l'innovation et sociale. La dimension sociale, t'as le benadem. Cette nostalgie, il faut le vendre comme ça, pas comme point technologique. D'ailleurs, même le nom de circuler, il n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'il a été appelé, si vous vous rappelez de son nom, le carrousel. Cet appareil ils l'ont appelé le carrousel, ils leur ont changé le nom, parce que le carrousel, si vous connaissez, c'est le jeu qu'on prenait quand on était enfant, les manèges avec les chevaux qui tournaient, ça s'appelle le carrousel. Alors, donc, vendez-le aussi comme objet de souvenir. Lui, voilà, carrousel, petit truc, etc. Ils ont détourné totalement, vous voyez, entre l'invention technologique qui était extraordinaire pour l'époque, les années 60, eux, ils ont dit, c'est pas comme ça qu'il faut le vendre, il faut le vendre en tant que besoin. Retour final des utilisateurs le plus rapidement possible, c'est ce que permet cette méthode, et il faut tout de suite inclure le retour sur le projet final. C'est le processus itératif, je viens de vous le dire, et le processus collaboratif, profil différent homogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut discuter, échanger, et non pas l'idée tu ne en parles jamais, maintenant, c'est vrai qu'il faut assurer des sécurités. Par exemple, si vous faites un truc sur l'économie, vous n'allez pas donner des formules. Et vous expliquez c'est quoi votre idée. Et les autres vont vous dire, tiens, ça m'arrangerait de le faire ou pas. Si je te donne un produit qui te permet en même temps de réduire le truc à la peau, mais en sachant que ça peut te coûter 10 dinars de plus, mais que tu préserves la nature au collège, tu vas voir si le marché accepte ça ou pas. Mais je t'ai pas donné la formule. Si je te dis que je vais faire un système qui aujourd'hui va coûter 10 fois moins cher, mais comment tu vas le faire? Est-ce que tu l'acceptes? Donc il y a des trucs qu'on garde secret. Et après, il y a des niveaux où on va signer effectivement des actes ou de secret mutuel pour de non-divulgation, pour s'assurer que la personne ne le fait pas sinon elle attaque en justice. Mais c'est-à-dire, mais l'idée de rester fermé sur soi-même, d'ailleurs, si vous remarquez de plus en plus sur la science, on va sur de l'open access. En même temps, ils ont l'idée derrière de développer, comment ça s'appelle, ChatGPT, lui permettre de recueillir un maximum d'informations pour cultiver sa bibliothèque de réponses, etc. Mais en même temps, la Silicon Valley, c'est comme ça qu'elle a évolué. Il n'y avait pas de secret. Les jeunes ingénieurs, Minatom, il se passait des trucs, pour moi je fais ça, je travaille sur ça, toi sur ça, etc. Et chacun, il chope l'idée de l'autre, il va aller, etc. et tout, pour aller plus loin. Et c'est comme ça qu'ils ont développé. Avec la politique du secret, ça ne nous permet pas d'avancer. Par contre, je peux avoir des idées, et toi tu me permets, et j'en développe une, tu en développes une autre, pour votre information, vous comprenez. Harry Potter, plagiat. C'est un autre auteur qui l'a fait une dizaine d'années avant, c'est exactement la même histoire.
L'autre, elle a juste changé à 2 ou 3 petits trucs. Mais le titre, je vais l'attaquer, alors qu'il a, j'ai oublié le nom de cet auteur-là, il a tellement de succès avec d'autres types de séries qu'il a, je me casse pas la tête là-dessus. Donc, Tim Tam, il a calculé le temps qu'il perd à attaquer, au lieu de recueillir des idées. T'as pris mon idée, tu l'as développée. Ça fait que moi, je prends une idée. Donc, ils ont cette idée de se dire, à partir du moment où je trouve mon compte, c'est bon. Et non pas, il y a un yahtawah. C'est juste la société qu'à un moment donné, elle bougeait de mauvais taux. Je réponds Guilford.